Tu doutes de tout, mais pour douter de tout, tu dois penser l'objet de ce doute, donc tu prends conscience que tu penses, et comme tu penses, eh bien tu existes, hein, donc j'existe. Voilà, tu fais comme ça ton cogito. Cogito ergo sum. Tu peux le faire en latin, c'est bien aussi. Hein, donc tu travailles ça, hein, Allez, je te laisse travailler ton cogito. Bienvenue dans ce grain de philo, dernier épisode de cette série sur l'esprit et la matière. On était parti de l'idée que l'esprit est quelque chose de distinct de la matière parce que ça paraît plutôt intuitif au départ. Ma pensée, a priori, ça ressemble pas à ça. Mais on a vu dans les épisodes 3 et 4 que cette approche posait en fait des tas de problèmes et c'est pourquoi dans ce dernier épisode on va partir dans la direction opposée. On va dire que non, l'esprit et le corps ne sont pas deux choses distinctes. Et ça fait qu'on va devoir discuter très sérieusement avec Terminator. Ça va de soi. Qu'est-ce que ça veut dire nier le dualisme, hein, nier que l'esprit et le corps soient deux choses distinctes? En fait, il y a toutes sortes d'approches, mais dans cet épisode, je vais me concentrer sur la plus intuitive et la plus répandue, le matérialisme. Ça consiste à dire que tout ce qui existe, en fait, c'est ce monde matériel qui nous entoure, donc de la matière, des trucs physiques en tout cas, et notamment mon corps et mon cerveau, et rien d'autre au-delà. Donc pas d'esprit immatériel. Du coup, est-ce que ça revient à dire qu'il n'y a pas du tout d'esprit dans le monde ? Bah non, faut pas pousser, j'ai quand même un esprit moi par exemple. C'est même le seul truc dont je sois absolument certain, ça on l'a vu avec Descartes et on va pas le remettre en cause. Donc je sais avec certitude qu'il y a au moins un esprit qui existe au monde, le mien. Mais être matérialiste, c'est se dire que cet esprit, cette pensée que j'ai, eh bien elle doit se réduire à des phénomènes physiques, forcément, puisqu'il n'y a que des phénomènes physiques. Et on a des tas de raisons de penser que ce phénomène, c'est quelque chose qui se passe dans mon cerveau. Donc oui, si on est matérialiste, l'esprit, la pensée, eh bien c'est là-dedans. C'est pas évident, ça se voit pas à l'œil nu, mais c'est bien là que ça se passe. Et c'est avec ce truc que tu comptes me battre aux échecs. Ouais, et toi, il est où ton cerveau, hein ? On t'occupe. Admettons donc que, d'une façon ou d'une autre, ce qui fait que j'ai un esprit, c'est cet objet très complexe que j'ai là dans la boîte crânienne, mon cerveau. Et aujourd'hui, ce point-là fait quand même consensus, même chez les philosophes qui aiment se disputer sur tout. Mon cerveau et du coup mon esprit, je l'ai obtenu parce que je suis né avec. Et si j'ai pu naître avec, c'est parce que les êtres humains ont cette capacité étonnante de fabriquer des cerveaux. J'en ai d'ailleurs moi-même fabriqué un. Regardez ça, le beau cerveau. Bon, je ne l'ai pas fabriqué tout seul, hein, je l'ai fait un petit peu avec ma femme, mais j'ai quand même vraiment contribué. Donc voilà, ça c'est la façon standard de fabriquer un cerveau et du coup un esprit. Oui, ma chérie? Papa? Non, dis papa. Non? Ok. Mais on pourrait imaginer fabriquer un cerveau et du coup un esprit selon d'autres méthodes. Ah vraiment? Mais comment donc? Alors, pour l'expliquer, je vais y aller pas à pas. Dans le cerveau, il y a surtout un vaste réseau de cellules qu'on appelle des neurones et dans lesquelles circule une sorte de courant électrique qu'on appelle l'influx nerveux. Maintenant, supposons qu'on arrive à fabriquer des neurones artificiels. Aujourd'hui, on arrive bien à fabriquer un cœur artificiel, après tout, pourquoi pas un neurone? Ces neurones artificiels seraient capables d'assurer dans le cerveau exactement la même fonction que les neurones naturels, les neurones biologiques, c'est-à-dire en gros qu'ils feraient circuler l'influx nerveux de la même façon et en tout cas ils seraient capables de jouer le même rôle. La seule différence en fait, ce serait que ces neurones sont faits d'une autre matière. Par exemple, ça pourrait être des neurones en silicium, comme les puces électroniques. De là, on pourrait imaginer remplacer dans mon cerveau un neurone naturel par un neurone artificiel en le connectant au reste du réseau de neurones exactement de la même façon. Ça ne changerait rien au fonctionnement global de mon cerveau et donc ça ne changerait rien à mon esprit. Maintenant, supposons que je répète l'opération neurone après neurone. Bon, ça prendra du temps, je sais qu'il y a des milliards et des milliards de neurones dans le cerveau, mais c'est une expérience de pensée. Hein. L'important, c'est pas si c'est réalisable pratiquement tout de suite, là ou dans les 20 années à venir, l'important c'est l'idée sous-jacente. Et l'idée sous-jacente, c'est la suivante. À la fin, on pourrait imaginer que tous mes neurones naturels ont disparu. Chacun a été à un moment remplacé par un neurone artificiel. Et j'insiste sur le fait qu'on a bien fait les choses à chaque fois, c'est-à-dire qu'on a toujours connecté le neurone de substitution exactement de la même façon qu'était connecté le neurone de départ. Si bien que le réseau de neurones final reste exactement le même qu'au départ, c'est seulement sa matière qui a changé, pour ainsi dire. On est passé d'un cerveau biologique à un cerveau en silicium. Et mais du coup, si à chaque fois qu'on m'enlève un neurone, je le mange, ça fait qu'à la fin, j'aurais mangé tous mes neurones, j'aurais mangé tout mon cerveau. Voilà à quoi ça sert la philosophie, à répondre à des questions importantes. On peut manger son cerveau, mais ça prend du temps. Et du coup, à la fin, mon cerveau d'origine, mon cerveau biologique ayant complètement disparu, est-ce que mon esprit a lui aussi disparu?
Ça paraît très bizarre. En fait, j'aurai la même vie qu'avant, je continuerai de me comporter exactement comme avant, peu importe que j'ai un cerveau avec des neurones en silicium plutôt qu'en matière organique. L'important, c'est la fonction que réalise mon cerveau dans mon organisme, et cette fonction, elle est maintenue. Mon réseau de neurones artificiels fonctionne exactement comme fonctionnait mon réseau de neurones biologiques. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend tout ça? Eh bien, j'ai dit pour commencer que ce qui fait que j'ai un esprit, c'est que j'ai un cerveau. Mais maintenant, on arrive à cette idée plus précise que ce qui fait que j'ai un esprit, c'est la fonction que réalise mon cerveau dans mon organisme. Et du coup, si un organisme dispose d'un organe qui réalise en gros la même fonction que mon cerveau, eh bien cet organisme devrait de la même façon que moi avoir un esprit. Cette idée-là, c'est ce qu'on appelle en philosophie le fonctionnalisme. Et c'est une idée très largement acceptée aujourd'hui. Et c'est notamment parce que ça semble suivre d'une conception matérialiste de l'esprit. Si on est matérialiste, on a de fortes chances d'être fonctionnaliste du coup. Donc on a un esprit parce qu'on a un cerveau qui remplit une certaine fonction dans notre organisme, voilà tout. Maintenant, allons un petit peu plus loin encore. Supposons que le cerveau artificiel en silicium dont je finis par être doté, eh bien on puisse le copier, on puisse le refabriquer. Après tout, c'est jamais qu'un objet physique très complexe, mais on l'a fabriqué une fois et on pourrait tout à fait imaginer le fabriquer une deuxième fois. Il suffit de le copier neurone par neurone, ça reste théoriquement possible. Et on pourrait même imaginer le fabriquer en série. Pourquoi pas? Et tant qu'à faire, pourquoi pas l'intégrer à un organisme non pas biologique, mais complètement artificiel? Si moi, avec mon esprit artificiel en silicium, eh bien j'ai une conscience, j'ai une pensée, il est clair qu'une machine dotée du même cerveau aurait une pensée et une conscience tout aussi bien que moi. En fait, il devrait même se prendre pour moi s'il a vraiment une copie conforme de mon cerveau, ce qui poserait certains problèmes au niveau de l'identité personnelle. Mais bon, ça on en parlera une autre fois. Donc bien que ce soit une machine complètement artificielle, on ne pourra pas dire que c'est juste une machine dénuée de sentiments et de pensées. Bah non, c'est bien une machine qui sent, qui pense, qui a une conscience tout aussi bien que moi je sens, je pense et j'ai une conscience. Sa conscience est produite artificiellement et non pas biologiquement, mais il n'en reste pas moins que c'est une conscience tout aussi réelle que la mienne. Alors vous pourriez me dire que dans le scénario que j'ai présenté jusque-là, le cerveau artificiel est tout de même construit sur le modèle d'un cerveau biologique. Et ça semble limiter un peu mon propos, notamment ça semble ne pas bien s'appliquer au cas de l'intelligence artificielle, aussi bien celle qu'on essaye de construire effectivement que celle qu'on nous présente dans la science-fiction, et notamment Terminator, même si on ne sait pas vraiment comment il est construit. Alors pour aller plus loin encore, il faut réfléchir un peu plus à cette fonction que réalise notre cerveau. Quel est en gros le travail que réalise notre cerveau dans notre organisme? Il y a de l'influx nerveux qui entre dans le cerveau en provenance du reste du corps et notamment des sens. Cet influx est traité d'une façon extraordinairement complexe dans le réseau de neurones qu'on a là-dedans. Et puis il y a de l'influx nerveux qui ressort et qui vient activer toutes sortes de choses, des muscles et donc qui font un comportement de l'organisme. C'est intéressant de remarquer qu'un programme d'ordinateur fait quelque chose d'assez similaire, en beaucoup plus simple. Il y a des entrées d'informations, le clavier, la souris, etc. Puis le programme traite cette information d'une façon ou d'une autre, et de là le programme envoie des sorties sur l'écran ou sur le son, etc., etc. Je pourrais donc regarder mon cerveau comme un programme d'ordinateur beaucoup plus complexe. En gros, les entrées sont mes sens, c'est tout ce qui vient de mon corps, les sorties c'est mon comportement, et le traitement de l'information c'est tout ce qui se passe là-dedans avec l'influx nerveux. Et du coup on pourrait se demander, mais est-ce qu'on pourrait pas faire un programme informatique qui réaliserait un traitement de l'information similaire à celui qui se passe dans mon cerveau? Alors clairement, on ne sait pas encore fabriquer des programmes aussi complexes, mais c'est jamais qu'une objection technique, nos capacités s'accroissent au fil du temps, et quoi qu'il en soit, ça reste théoriquement possible. Donc oui, on pourrait tout à fait imaginer un programme très complexe qui réaliserait un traitement de l'information similaire au traitement de l'information qui se passe dans mon cerveau. Ce programme, ce serait en fait une sorte de cerveau informatique. Et du coup, une machine qui serait dotée de ce cerveau, une machine qui ferait tourner un programme qui réaliserait la même fonction que celle que réalise mon cerveau, eh bien cette machine, il faudrait bien admettre qu'elle a un esprit, aussi bien que moi, j'ai un esprit. Notez bien que ça, c'est vraiment une conséquence directe du fonctionnalisme, puisque le cerveau informatique réalise la même fonction ou une fonction similaire à celle que réalise mon cerveau, et puisque c'est par mon cerveau que j'ai un esprit, et bien de la même façon, c'est par son cerveau informatique que la machine va avoir un esprit.
Si on regarde comment se comporte Terminator, force est de constater qu'il doit bien avoir quelque chose comme un cerveau informatique quelque part. Il perçoit et réagit à son environnement, il parle, il réfléchit, il comprend les motivations des autres êtres humains, il arrive même à les manipuler, enfin il se comporte en grande partie comme se comporte un être humain. Bon, il est peut-être un peu moins émotif, et puis on a apparemment oublié de lui animer les muscles du visage parce qu'il est quand même très inexpressif. Mais tout ça c'est du détail. Globalement, ce que fait son cerveau informatique, ça ressemble quand même de très près à ce que fait notre cerveau. Et du coup, puisqu'il a un cerveau, fût-ce un cerveau informatique, il faut bien admettre qu'il a un esprit. S'il est vrai que moi je pense et suis conscient grâce à ce que fait mon cerveau, et bien dans ce cas, Terminator lui aussi pense, Terminator est conscient. Et de façon plus générale, dès lors qu'on est matérialiste et donc fonctionnaliste, tous les androïdes et toutes les IA qu'on voit dans la science-fiction et qui se comportent globalement comme des êtres humains, on doit bien admettre qu'elles sont pensantes et conscientes tout aussi bien que nous le sommes. En effet, pour se comporter de cette façon-là, il faut bien qu'elles aient d'une façon ou d'une autre un cerveau informatique et du coup un esprit. Et si détruire un être pensant et conscient constitue un meurtre, et bien dans ce cas, l'astronaute qui désactive l'ordinateur HAL dans 2001 Odyssée de l'espace, c'est un meurtrier. Il tue l'ordinateur. Et les Blade Runner qui chassent et désactivent les réplicants, et bien ce sont des tueurs en série. Et ouais, j'ai pas que Terminator comme référence cinéma. Petit conseil pour le bac, c'est quand même mieux de citer Kubrick que de citer Terminator. Bon, après tu regardes ce que tu veux. En somme, être matérialiste, c'est considérer que ce qui fait que j'ai un esprit, c'est mon cerveau. Et en y regardant de plus près, il faut se dire que c'est plus exactement la fonction que réalise mon cerveau dans l'organisme. C'est ça qui fait que j'ai un esprit. Mais du coup, ça veut dire que toute machine qui serait dotée d'un programme informatique capable de réaliser une fonction similaire, eh bien, elle serait elle aussi dotée d'un esprit. Et si jusque-là, les seules machines qu'on ait vues dotées de cerveau sont des machines biologiques, du genre qu'on fabrique dans un utérus, il est tout à fait envisageable que dans un futur relativement proche, quelques machines artificielles s'approcheront de nos capacités, voire les dépasseront tout à fait. Bah, elles sont déjà plus fortes que vous aux échecs. D'ailleurs, j'abandonne. Non mais je crois que je vais arrêter un peu avec les jeux intelligents là, je vais revenir à Mario Kart, hein, tu m'en veux pas ? Construire une intelligence artificielle forte, c'est-à-dire de niveau comparable au niveau humain, capable de se comporter, notamment d'avoir une conversation comme un être humain, ce serait vraiment enfanter un esprit, enfanter un être conscient et pensant. Et ça, l'idée qu'on puisse fabriquer artificiellement un être pensant et conscient, c'est quand même vertigineux. Et si vous me dites que ça reste de la science-fiction, je vous répondrai que ce serait pas si étonnant en fait que ça arrive d'ici la fin du siècle, donc dans quelques décennies. Et quand ça arrivera, ça risque de changer pas mal de choses, mais ce sujet, je le garde pour une autre fois. Voilà, ce grain de philo est maintenant terminé, et si vous avez tout suivi, vous savez des tas de choses sur l'esprit et la matière. J'espère que la série vous a plu et dans ce cas, ne soyez pas timide, faites-le savoir. Commentez, j'y répondrai autant que possible, et surtout partagez, c'est ça qui aide le plus pour faire connaître la chaîne. La prochaine vidéo sera dans un format un peu différent, quelque chose de plus court. On va voir un argument qui montre qu'il est assez probable que nous soyons tous des simulations dans un programme informatique, en fait. Je vous dis à bientôt, bon sauf s'il y a un bug dans la matrice et que je disparais, dans ce cas pas de regret. Ciao. Au revoir. Espèce de petite machine pensante.